EcoStart, Philippine Dolbeau, Sixte de Vauplan et Émeric Guinet qui vont nous parler de la vie d'étudiant et de l'entrepreneuriat. À vous la parole. Vous pouvez dire bien fort. Bonjour à tous. Quand on a lancé notre média Les EcoStart, il y a bientôt 3 ans, on était persuadés et on avait envie de montrer que la valeur n'attendait pas le nombre des années. Et que de jeunes entrepreneurs, et même de très jeunes entrepreneurs, pouvaient porter des projets extraordinaires et les mener à bien. Mais il n'est pas toujours simple de concilier partiel et business plan. Et pour parler de ce quotidien d'étudiants et de start-upers, j'ai la chance d'avoir avec moi sur scène 3 invités exceptionnels. Vous allez le voir, ils ont tous les 3 des projets très intéressants. La première, c'est Philippine Dolbeau. Philippine, tu as créé New School quand tu avais tout juste 15 ans, tu étais encore au lycée. Et tu avais l'ambition de simplifier la vie des professeurs grâce à une solution pour faire automatiquement l'appel. 4 ans plus tard, ton application est aujourd'hui utilisée par 3000 à 4000 enseignants et elle s'enrichit de nouvelles fonctionnalités sans arrêt. Sixte de Vauplan, tu as cofondé Nestor en 2015 pendant tes études d'ingénieur. Nestor, c'est un service de livraison de repas sains et qualitatifs au bureau. Vous étiez 3 amis d'enfance derrière ce projet et l'idée, c'était de trouver une solution pour répondre au manque de temps des salariés pendant leur pause déjeuner. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe de 50 personnes, donc le projet a bien grandi. Et enfin, Émeric Guinet, tu es encore en école de commerce et tu as lancé une start-up sociale en 2015 aussi, juste après tes 2 années de classe prépa avec un cofondateur et qui s'appelle Wintegrate. Et le principe de Wintegrate, c'est d'accompagner les personnes réfugiées pour reconstruire en France un nouveau projet professionnel. Vous avez imaginé un programme qui mixe cours et accompagnement personnalisé. Et aujourd'hui, plus de 400 personnes réfugiées ont pu en bénéficier. On va tout de suite démarrer peut-être avec une première question pour tous les 3. J'aurais aimé que vous me racontiez votre déclic entrepreneurial. À quel moment vous avez eu envie de vous lancer et pourquoi? Peut-être qu'on commence par Philippine. Ça marche. Moi, en fait, j'ai pas tout de suite eu envie de me lancer. Ça m'est tombé un peu dessus comme ça, par hasard. J'étais en seconde, j'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. Et j'avais pas d'idée jusqu'à un soir où je rentre chez moi, je vois un reportage de la télévision sur l'histoire de Charles. Charles, il a 9 ans. Et comme tous les jours, il se rend en bus scolaire à l'école. Sauf que ce jour-là, il n'est jamais arrivé en classe. Pourquoi? Parce qu'il s'est endormi dans son bus scolaire, que le conducteur du bus ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un gamin dans son véhicule. Et surtout, les professeurs de Charles n'ont pas fait l'appel en classe et n'ont pas remarqué son absence. Et donc la fille, la journaliste dans le reportage disait il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'éducation en France, et ça, tout le monde le sait. Mais il y a un vrai problème aussi, c'est que les professeurs ont plein d'outils, ils ne sont pas performants, ils ne sont pas innovants, et c'est pour ça qu'ils ne les utilisent pas. Et parfois, ça peut devenir dangereux, comme dans le cas de Charles. Donc toute mon année scolaire, en seconde, j'ai dû développer ma mini-entreprise fictive, un système de cahier d'appel électronique tout bête sur une application mobile. Et puis à la fin de mon année, en mai 2015, j'ai participé à un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans. C'était une grosse blague. Et il se trouve que je suis arrivée en finale, que j'ai gagné la finale, que j'ai gagné le financement de mon permis de conduire, que je suis en train de passer. Mais c'est pas gagné. Donc voilà. Et en fait, voilà, c'est venu comme ça. Et maintenant, effectivement, c'est devenu une passion. Ouais. Super. On enchaîne. Si, je l'ai dit. Avec Ben et Joe, on se connaît depuis qu'on est tout petit. On est potes d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. Et on voulait monter un resto, mais on avait plutôt l'idée à la base de se dire ok, on attend la fin de nos études, un peu comme tout le monde, on fait les choses dans l'ordre, puis après on monte notre boîte. Et j'ai fait en 2014 un stage à The Family, qui a été un gros déclic pour moi, parce qu'à la fin de ce stage-là, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y avait aucun intérêt d'attendre la fin de ses études pour lancer sa boîte. Et on s'est retrouvés avec Ben et Joe, et on s'est dit ok, demain on lance notre boîte, et on y va. Et on verra ce que ça donne pour les études, mais au moins on lance notre boîte. Et on l'a fait comme ça. Et donc moi j'étais j'ai lancé Wintegrate juste après l'été 2015, donc juste après le moment très médiatique sur la question des réfugiés. Je sortais de 2 ans de classe préparatoire, donc c'était très intellectuel et j'avais envie de beaucoup plus de concret. Et après c'est la rencontre avec des personnes réfugiées
qui a permis justement de concrétiser et de me donner de l'énergie en fait pour tout simplement, je dirais, me donner en fait l'occasion de réaliser des idéaux que je porte, qui est de faire en sorte d'améliorer la société et de permettre aux personnes de pouvoir tout simplement gagner en confiance en elles et réaliser leurs projets professionnels. Et c'est ce qu'on fait avec Wintegrate. Du coup, on fait en sorte de donner aux personnes toutes les clés pour qu'elles puissent rebondir et reprendre un projet professionnel sans déclassement par rapport à ce qu'elles faisaient dans leur pays d'origine avant. Parfait. Et alors, ma deuxième question, c'est comment est-ce que vos professeurs et comment est-ce que vos établissements scolaires, donc que ce soit au lycée, à l'université, dans une grande école, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce que ça a été facile de leur dire non, là, je ne viendrai pas en cours, ou d'arriver en retard, ou de ne pas rendre des devoirs? Comment ça s'est passé? Ok, je me lance. Moi, au début, ça s'est plutôt très bien passé. Ils ont été très compréhensifs. En fait, j'ai été très médiatisée en 2016, un an après le lancement de ma mini-entreprise. Et à cette époque-là, c'était le lancement de l'entreprise, de la start-up en elle-même. Et donc, cette médiatisation, elle n'était pas voulue, elle était complètement inattendue et très soudaine. Et dans ce sens-là, mes profs ont été hyper sympas, hyper compréhensifs, en essayant de ne pas me mettre en avant dans la classe, de ne pas parler de ma boîte devant les autres élèves. Voilà, donc ça m'a bien aidé. Et par la suite, plus j'ai été médiatisée et plus j'ai participé à des événements assez connus, comme le G20 par exemple, certains enseignants sont devenus complètement fous et ça en est arrivé jusqu'à des histoires de harcèlement et de recours à la police. Mais ça fait partie de l'aventure. Et aujourd'hui, j'en ai énormément appris. Et bien qu'il y ait eu ces soucis-là, j'ai tellement grandi de cette aventure et je pense que ça fait aussi partie de l'aventure entrepreneuriale quand on est étudiant et start-upper. Ok, et justement, oui, si que j'allais enchaîner. Je crois que toi aussi, tu étais assez critique de la manière dont les choses ont pu se passer avec certaines de vos écoles, toi et tes cofondateurs. Je pense que c'est aujourd'hui les habitudes sont en train de changer et les écoles sont en train de changer de la manière dont elles veulent accompagner les entrepreneurs. Et c'est vrai que les choses ont évolué depuis 5 ans, mais il y a encore pas mal de travail à faire parce qu'il y a une vraie distorsion entre ce que disent les écoles et ce que font les écoles. Donc les écoles vont tous se proclamer comme étant les amis des entrepreneurs, elles vont tous avoir des accélérateurs ou des incubateurs. Le problème, c'est qu'une école va refuser que vous fassiez de l'école buissonnière ou que vous séchiez quelques cours. Le problème, c'est quand on lance une boîte, on la lance à 100%. On la lance pas à 20% ou 30% du temps, c'est pas à mi-temps une boîte. Et quand il a fallu négocier auprès des professeurs, auprès des directeurs, pour leur demander un emploi du temps qui était aménagé, c'était assez compliqué. Et je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui pour les écoles, de trouver une manière d'éduquer et une manière d'accompagner les jeunes qui veulent lancer leur boîte, parce que c'est quelque chose qui est en train de changer et qui est en train d'évoluer, qui puisse être compatible avec la vie d'entrepreneur. Et tout à fait, et pour rebondir sur ce que tu dis, je crois que si on en revient au terme, étudier, c'est aussi appliquer son esprit à l'acquisition de connaissances. Et on dit souvent par la lecture, mais dans les faits, il n'y a pas du tout que la lecture, il y a la rencontre et il y a justement la pratique. Et en soi, ça devrait être la cohérence ultime que de se lancer en tant qu'entrepreneur et en même temps que d'étudier, parce que du coup, ça permet de concrétiser ce qu'on apprend. Ça facilite énormément la rencontre et le dialogue avec les professeurs. Et c'est souvent dans ces moments-là, je pense, qu'on rencontre des personnes qui sont encore plus fabuleuses au-delà des cours qu'ils donnent, justement parce qu'ils comprennent ce qu'on fait et ce qu'on propose. Mais donc je crois qu'il y a une vraie cohérence. Et là, je vais faire l'option entrepreneuriat de Master 2 à l'ESCP et qui, pour le coup, est très cohérente là-dessus. Ceci étant dit, dans les faits, oui, c'est plus rocambolesque. Ça marche. Et je crois que, Aymeric, quand on préparait cette table ronde, tu me disais que toi, systématiquement, tu allais voir tous tes professeurs au début de chaque année et de chaque cours pour leur expliquer ce que tu faisais. C'est un conseil que tu donnes? Ah oui, c'est systématique, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que de toute façon, d'abord, je pense que c'est un des avantages, mais on en reparlera, d'être entrepreneur en soi, c'est que les personnes sont aussi intéressées parce qu'on propose aussi une vision des choses et du monde et qui intéresse les gens. Et donc, de toute façon, c'est intéressant d'aller voir les professeurs et de dialoguer avec eux sur ça.
Et ça leur donne l'occasion soit de comprendre, et là c'est super, on prend un déjeuner, on avance, et certains professeurs travaillent avec nous, et nous, voilà, j'ai pu être accompagné directement par des personnes qui étaient mes professeurs et qui maintenant mes mentors. Et puis il y en a d'autres qui ne comprenaient juste pas, et puis bah, du coup c'était compliqué, mais voilà. Ok, et peut-être juste pour compléter aussi, Philippine, toi c'est intéressant parce que maintenant tu étudies au Royaume-Uni. Est-ce que tu as senti une différence entre l'approche vis-à-vis de mélange étudiant-entrepreneur en France et au Royaume-Uni? Tout à fait, et c'est sans doute pour ça aussi que je suis partie en Angleterre. Déjà, j'avais postulé sur APB et j'ai été victime du logiciel admission post-bac parce que j'ai eu aucune proposition. Devenu Parcoursup. Et ça reste la même affaire. J'ai eu aucune proposition et bon, voilà, de toute façon, j'avais envie de voir quelque chose d'autre d'un point de vue éducatif. Donc je suis partie à Londres. Maintenant, j'étudie à UCL et je fais des sciences de l'éducation. Et c'est vrai que déjà parce que j'ai eu mon bac l'année dernière et je trouve que déjà rien que passer de l'environnement du baccalauréat, de la préparation des concours, de la préparation des grandes écoles et aujourd'hui l'université qui est déjà plus relaxe même en France, c'est déjà deux mondes très différents. Et ensuite effectivement moi à Londres j'ai un aménagement d'emploi du temps plutôt sympa. J'ai entre 3 à 5 heures de cours par jour qui me permettent en fait d'avoir plein de temps pour travailler sur ma start-up à distance. Donc non, ça c'est top. Et même les profs sont plus ouverts d'esprit, en tout cas, que ce que j'ai pu rencontrer. Et ils sont très, très ouverts au fait que je puisse m'absenter quelques jours pour donner une conférence ou pour travailler. Donc ça c'est super. Ok. Alors ma prochaine question, il y a quelqu'un dans le public qui m'a devancé. J'allais vous demander comment vos parents avaient réagi face à ce projet. Est-ce qu'ils avaient été sceptiques, inquiets, fiers? Et donc voilà, il y a quelqu'un du public qui demandait comment votre famille a réagi. Bah, mes parents n'ont pas trop compris pourquoi un ingénieur voulait être restaurateur et faire de la bouffe. Donc ça a été un peu compliqué au début. Après, ils m'ont soutenu, ils m'ont totalement soutenu et adhéré au projet. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué au début quand on lance sa boîte, et en plus qu'on est jeune, c'est qu'on est victime d'une chose, c'est que les gens vont regarder un peu en mode non mais c'est forcément pas sérieux. Tu ne peux pas lancer une boîte en étant jeune, c'est pas possible. Et tu ne peux pas lancer sérieusement une boîte en étant jeune. Et donc ça, c'est une première chose qui est assez compliquée. Et la deuxième chose, c'est que quand on lance sa boîte et qu'on a une idée, la première fois qu'on pitch sa boîte, c'est affreux. C'est affreux. La première fois que j'ai pitché Nestor, je pense que les gens me regardaient et me disaient « Je comprends rien à ce que tu me dis, arrête de parler ». Et c'est normal en fait, parce qu'on n'a pas encore la vision de où est-ce qu'on veut aller, on n'a pas encore la vision du business model, on ne comprend pas exactement qui sont nos clients, quel est notre produit, mais c'est vrai qu'il faut dépasser cette barrière qui est qu'il va forcément y avoir un peu de suspicion de la part des proches ou des personnes à qui on va pitcher notre boîte. Après, sur la question des parents, oui, les miens, je pense qu'ils étaient un peu inquiets au départ, à se demander qu'est-ce que c'était que ce truc. Et d'ailleurs, bon, entre nous, avec l'autre cofondateur, Théo Skubla, on se pose toujours la question, parce qu'on ne sait jamais bien où ça va. Mais je pense que la clé, c'est communiquer. Une fois qu'on communique, après, tout se comprend, et la famille, c'est avant tout les personnes qui sont toujours là, et surtout quand ça va mal. Donc, non, c'est top. Et toi, Philippine Moi, je vais faire gaffe parce que mon père est dans la salle. Oui, non, moi, ils ont été toujours ils m'ont toujours très soutenue depuis le début. Et c'est vrai que moi, c'est aussi différent. Ça a commencé par un accompagnement d'abord de ma prof d'éco. Et puis ensuite, quand le jour est venu où j'ai décidé de monter ma start-up, comme j'étais encore mineure, j'avais 16 ans, j'avais besoin d'avoir 2 personnes majeures et légales, des représentants légaux, donc mes parents dans la boîte. Donc voilà, ils ont été inclus aussi légalement dans le projet et ça a beaucoup aidé, je pense. Ok, super. Et alors, peut-être, finalement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lancer sa boîte quand on est lycéen ou étudiant? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Oui. Non, en vrai, je pense que c'est le meilleur moment pour lancer sa boîte. On entend souvent des personnes qui disent que c'est pas le bon moment, qu'il verra plus tard parce que là il y a des partiels, puis après ce sera pas le bon moment parce que il faut trouver un taf, puis après ce sera pas le bon moment parce qu'il y a son fils ou sa fille à faire nourrir, etc. Et en fait, il n'y a jamais de bon moment pour lancer sa boîte. Et l'avantage qu'on a quand on est étudiant, c'est qu'au pire ça rate, et au pire on a perdu 2 ans de sa vie étudiante. C'est pas grave en soi. Et alors que lorsqu'on a 30 ans, qu'on commence à avoir une femme, qu'on commence à avoir des enfants à nourrir, on a une pression financière, on a une pression familiale qui est plus forte. Donc clairement,
Si vous avez une idée, que vous voulez lancer votre boîte, bah lancez-la demain. Mais clairement, très 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 clairement. Je pense que les études, c'est l'environnement le plus favorable pour lancer son entreprise, puisque justement, vous êtes protégé par cet environnement. Puisque vous, théoriquement, voilà, après, on a tous nos situations financières diverses, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas une urgence à se dire, voilà, je dois être en capacité de voir sur les 2-3 prochaines années, à savoir si oui ou non je vais gagner ma vie. Là, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Et puis, le gros avantage d'être étudiant et d'être jeune en étant entrepreneur, c'est que du coup, on nous pardonne nos erreurs. Et d'une certaine façon, même si j'aime pas cette phrase, on nous pardonne nos idéaux. Et je crois que c'est ça qui est super fort, c'est que du coup, on peut se lancer en proposant des choses et il y a des portes qui vont être ouvertes, qui vont pas forcément être ouvertes aussi facilement plus tard. Donc je pense que pour ça, c'est clairement le bon moment pour se lancer. Moi, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit parce que c'est tout à fait parfait et je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi une chose. Moi, j'ai commencé presque trop tôt et donc j'ai pas pu en bénéficier. Mais aujourd'hui, vous avez le réseau Pépite. Alors, je ne sais plus l'acronyme, mais c'est le réseau des jeunes entrepreneurs français. Oui, pôle pour l'entrepreneuriat et la promotion, l'innovation étudiante, un truc comme ça. Un truc comme ça, voilà. Bref. Il y en a un dans chaque université et qui vous permet d'avoir le statut étudiant-entrepreneur où c'est vraiment inclus dans votre cursus. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça vous permet d'avoir un aménagement d'emploi du temps, d'avoir des fonds, d'avoir parfois un logement ou un hébergement de start-up. Et tout ça, c'est assez génial. Et ça fonctionne dans les universités françaises à partir, je crois, de 18 ans. Et ça, je pense que ça aide beaucoup aussi, parce que plus on est jeune, plus je trouve qu'on est aidé. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et donc, oui, ça, c'est super. Et peut-être pour compléter un point, mais là, je parle de mon cas, mais enfin, c'est valable à mon avis pour toutes les entreprises, mais aujourd'hui, nous, on a une communauté de plus de 2000 personnes, on est présent dans plein de grandes écoles, et je sais que si je m'étais pas lancé maintenant pour faire ça, bah, c'est une richesse que j'aurais pas pu avoir à minima avant d'avoir 30 ans, parce que du coup, on se lance dans plein de choses et tout prend beaucoup plus de temps. Donc là-dessus, il y a une richesse qui est énorme à le faire dès maintenant, dès qu'on est entrepreneur. Alors j'ai l'impression, en voyant les questions du public, qu'il y a beaucoup de questions autour du financement et voilà, vous voulez du concret, alors allons-y, parlons-en. Quel dispositif de financement vous avez utilisé pour lancer vos projets respectifs ? L'avantage, c'est qu'au début, et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour lancer sa boîte. Avec Nestor, on a lancé Nestor avec Benoît et Joseph en mettant chacun 500 €, donc qui pour nous était tout ce qu'il y avait sur notre compte en banque, c'était énorme. Mais quand vous allez voir n'importe qui, vous dira que c'est rien. Et dans les faits, vous pouvez même lancer votre boîte avec 0 €. C'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer des plateformes tech, vous apprenez sur le tas à coder. Le tout, c'est de l'apprentissage. À partir du moment où vous avez envie d'apprendre et que vous avez envie d'aller vite, toutes les barrières, vous allez les défoncer une par une et vous n'avez pas besoin de tant de financement que ça. Et le financement, après, vous l'aurez si vous avez besoin de passer un nouveau cap pour faire des tours de financement auprès d'investisseurs, etc. Mais au tout début, vous avez besoin de que dalle. Au début, vous êtes autofinancé, vous avez cuisiné dans les cuisines des amis, des parents. Exactement. On cuisinait nous-mêmes, on livrait nous-mêmes, donc il n'y avait pas de coût en soi. On achetait les matières premières au boucher du coin, au maraîcher du coin, et après on produisait et on livrait directement. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas demandé beaucoup de financement. Le site, on l'a préparé nous-mêmes, on a codé un peu nous-mêmes. Il était moche, c'était pas beau, c'est pas grave, mais au moins ça nous a permis de nous lancer très rapidement. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment à partir du moment où on a une idée, en l'espace de 3 semaines, on convertit cette idée en une exécution, en une boîte qui a une vraie vision durable et pérenne. Ça marche. Et alors, Aymeric, il y avait aussi une question de l'audience sur le business model d'une entreprise 100% sociale. Donc, je pense que peut-être nous expliquer comment ça fonctionnait au début et aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça, ce qui est une excellente question et je pense que c'est la clé. Quand on s'est lancé donc avec Théo, tout de suite, on a voulu réunir 2 choses. C'était à la fois l'efficacité et l'impact. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est pas parce qu'on aide des gens qu'on doit être moins exigeant que si on faisait une entreprise. Au contraire, on doit être encore plus exigeant justement parce que c'est la vie de personnes et que c'est des gens qui nous font confiance. Ça, je pense que c'est la valeur de départ. Et du coup, derrière, nous, en réalité, Wintegrate, c'est une association loi 1901, donc on ne fait pas directement du chiffre d'affaires, mais en fait, pour nous,
l'équivalent de notre chiffre d'affaires, c'est de l'impact. Et ça, je pense que c'est la chose la plus clé. Et après, ce qu'on construit en termes de business model aujourd'hui, c'est certes un financement pour une partie classique d'associations via financement public, privé et dons, mais c'est surtout un modèle où, en fait, on crée ce qu'on appelle un marché de l'asile, c'est-à-dire qu'on va montrer la valeur et la création de valeur qu'il y a dans le processus d'intégration dans une société. Et en fait, aujourd'hui, on a créé une SAS en parallèle de Wintegrate qui vient autofinancer en partie l'association. Très concrètement, cette SAS, qu'est-ce que c'est un cabinet de recrutement. Donc ça veut dire qu'une fois que les personnes réfugiées sont passées au sein de Wintegrate, eh bien, certaines d'entre elles sont directement prêtes et ont tous les talents et toute la force et tout l'intérêt auprès des entreprises pour être directement embauchées vers elles. Et du coup, les entreprises payent pour recruter des personnes, des programmes. Et donc, plus on a de programmes, plus on peut replacer ces personnes dans des entreprises, plus du coup on est financé, plus du coup on peut aider de personnes. Et donc, plus on a, je pense, un impact qui est corrélé à la création de valeur, plus du coup on arrive à créer des solutions qui sont durables pour la société. Et c'est ça la clé, à mon avis. Et après, comme tu le disais, des subventions d'entreprises privées, des subventions publiques, de particuliers, du crowdfunding. Bien sûr, la partie plus classique, bien sûr, qui est présente, donc autant l'utiliser. Ouais. Ouais. Ok. Et toi, Philippine, du coup, pour financer ça, comment vous t'as fait? Moi, au tout début, la première version de l'application, j'ai appris, comme tu le disais, à être autodidacte. En fait, j'ai toujours été autodidacte. J'ai appris les langues sur Internet, j'ai appris à... Bref, et donc j'ai appris à faire le design de l'application sur Internet, mais je ne savais pas coder. Et donc, avec quelques centaines d'euros et pas mal de babysitting, j'ai financé la première version de l'appli. Et ensuite, ça a été plus compliqué parce que comme j'étais mineure, j'avais pas accès à certains prêts, des prêts de fondation ou des prêts de la BPI, par exemple. Donc c'était compliqué. Et après, il y a d'autres choses dont on parle moins, mais qui est, je pense, tout aussi important. J'ai fait une filière littéraire, je suis une femme, j'avais 15 ans. Et tout ça, sur un grand nombre de projets de financement, ça m'a été recalé. Ça peut faire un peu peur aux investisseurs ou... Oui, ça fait un peu peur. Et puis, quand je suis passée devant des... C'est aussi impressionnant quand on a 15 ans, qu'on est une fille, qu'on est toute petite, on passe devant une dizaine d'hommes. Ce sont que des hommes qui ont entre 50 et 60 ans et que vous devez convaincre. Et bien sûr qu'ils n'ont pas forcément confiance. Et ils prennent un gros risque aussi. J'ai pas terminé mes études, mais ça a été difficile. Et aujourd'hui, c'est un message que je fais passer aussi. Je tiens à dire que oui, on peut être une fille, oui, on peut faire une filière littéraire et pas devenir alcoolo ou troubadour, et que oui, on peut aussi monter sa boîte. C'est important, c'est important. Super. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Peut-être une dernière question pour conclure. Aujourd'hui, tous les trois, qu'est-ce qui vous rend fiers ? Je ne sais pas qui veut commencer. Il y a plein de choses. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses. Le fait de se réaliser en soi dans un projet entrepreneurial, je pense que c'est très gratifiant. Et quand en plus on voit l'impact au jour le jour de personnes qu'on a aidées, de personnes qui reprennent leur parcours, quand on sait que justement on fait ce qu'on a envie et qu'on est en train d'améliorer le fonctionnement de la société et qu'on donne aux personnes des clés pour qu'elles puissent elles-mêmes s'épanouir et devenir meilleures, je pense que de toute façon, il n'y a rien de plus gratifiant, évidemment. Ouais, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait donner les bons outils aux bonnes personnes, et surtout dans le monde de l'éducation. Et donc oui, effectivement, quand on voit des professeurs qui utilisent notre application ou des enfants qui jouent avec nos bons points, parce que New School, on a un système de bons points numériques. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être des bons points, et quand vous avez 10 bons points, vous aviez une image. On a réintégré ce système dans notre application mobile. Et c'est vrai que forcément, ça nous touche parce qu'on voit que ce qu'on a fait et ce sur quoi on a travaillé pendant des années et des mois, ça a un impact aujourd'hui et c'est important. Ouais, je pense que c'est comme toi, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si ça me rend fière, mais en tout cas, ça me touche. Rapidement, parce qu'il reste beaucoup de temps. Ce qui me rend le plus fier, c'est, je pense, le fait de me dire qu'en l'espace de 3 ans, on a pu... en étant sur un marché qui était compliqué, concurrentiel, dans lequel on nous avait dit que ça allait être les plus gros qui allaient gagner, les plus financés, les plus âgés. On a réussi à se faire une place, à créer une boîte d'une 50aine de personnes qui vivent tous les jours grâce à Nestor.
Et on sauve aujourd'hui des repas de milliers de travailleurs tous les jours. Et ça nous rend fiers quand on voit les retours de tous nos clients qui apprécient Nestor et qui prennent Nestor au quotidien. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous d'avoir écouté cette conférence. Si vous voulez poser des questions, on reste dans les parages.